Bonjour à tous. Petit effet là. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de votre fidélité. Nous sommes donc sur Radio Fréquence Atlantique avec ses trois fréquences 88.3, 93.6 et 105.9. Vous pouvez suivre les émissions sur l'internet, rfaradio.fr. Et puis, vous savez que depuis plusieurs semaines maintenant, l'émission est en direct sur Facebook. Après, vous pouvez la retrouver sur la page Facebook de J-Cambout. L'émission est en deux parties. D'abord, ce que vous voyez en direct avec les informations nationales et les commentaires sur les grands faits d'actualité. Et en deuxième partie, une partie interactive. Donc, vous pouvez participer au débat en téléphonant au 0596 03 14 03. Mais cette partie-là n'est pas filmée. Donc voilà pour la présentation de l'émission. Aujourd'hui, je vais m'arrêter sur trois thèmes. Le premier va concerner les inondations qui ont frappé notre pays. Le deuxième sera encore la pandémie. Et enfin, une troisième partie où nous allons essayer de parler de quelques pistes pour surmonter les crises actuelles et à venir. Donc, voilà pour le menu de cette émission. Inondation. Alors, en général, les médias français ne parlent de la Martinique que lorsqu'il y a des catastrophes. Ça a été le cas. Martinique, la population effrayée, on perd des maisons, les routes sont coupées, etc. C'est quand il y a des cyclones, quand il y a des... C'est très rarement que les médias occidentaux ne parlent des vrais problèmes de notre pays, pour la bonne raison qu'il ne faut pas que la population française soit informée des véritables enjeux, des véritables problématiques qui nous concernent. Mais enfin, bref, ça c'est leurs médias, ils font leur travail dans leur logique. Mais nous avons à réfléchir sur ces inondations. D'abord, voir qu'au niveau planétaire, il y a eu cette semaine des catastrophes aussi et voire plus importantes sur tous les continents, que ce soit Vietnam, Philippines. Les inondations, les glissements de terrain, les crues inattendus, c'est partout qu'on les voit. La raison en est connue aujourd'hui. Les effets du changement climatique liés à la conception de l'économie capitaliste productiviste accélèrent ce changement qui est producteur de catastrophes. On sait que les cyclones, les tempêtes seront plus nombreuses et plus dangereuses, plus puissantes. On sait que des sécheresses vont alterner avec ce genre de crues, avec au bout du compte des crises alimentaires liées à l'impossibilité de récolter. On sait que des maladies deviennent de plus en plus endémiques à cause de la pollution atmosphérique, etc. Cela, on le sait. Par contre, le débat sur les moyens d'arrêter le changement, les progrès de l'augmentation de la température de l'atmosphère et de prévenir les catastrophes, de faire reculer les dangers, on les connaît dans les milieux scientifiques, mais les gouvernements n'en tirent aucune conclusion. Pourquoi? Parce que leur préoccupation n'est pas de sauver l'humanité. Leur préoccupation, c'est de maintenir intacts ou d'augmenter les profits des multinationales qui sont responsables de ce changement climatique. Alors, cette première remarque est appelée à nous faire comprendre qu'il n'y a pas de solution propre à la Martinique toute seule. Même si on prenait les meilleures décisions du monde, l'eau continuera à monter autour de notre île, à éroder les côtes, et on subira ces catastrophes. Ça, c'est pour le niveau global. Mais concernant la Martinique, on peut s'arrêter aussi sur les causes propres aux conceptions de développement qui sont appliquées dans notre pays. Chaque pays peut en faire de même. En Martinique, les
dirigeants politiques qui gèrent les institutions sous l'autorité du gouvernement français imposent des critères de développement, des conceptions de l'aménagement du territoire qui sont directement responsables de l'acuité des catastrophes et des dégâts que nous subissons. Par exemple, la conception de la bétonisation, l'autoroute. Il y a des responsables politiques qui sont fiers de dire nous allons prolonger les 3x3 voies. Béton tout partout, autoroute, etc. Construction d'immeubles, de villas, partout. Donc la conception du développement, et puis on est un pays développé. Regardez tel pays, c'est des cases qu'il y a. Nous, on a des gros immeubles. Donc on a une conception qui fait que la bétonisation a un impact direct qui va augmenter les conséquences des catastrophes. Imaginez que les zones où les eaux des rivières descendent, peuvent s'épancher et aller vers la mer, sont remblayées pour faire des centres commerciaux. Imaginez que des mangroves sont détruites pour construire des centres commerciaux ou bien pour faire des lotissements. Tous les scientifiques savent l'impact que cela. Ils n'en parlent pas. Les politiques, oui, nous développons. Imaginons encore que les zones de construction subissent des pressions politiques. Quand un grand propriétaire foncier dit à une municipalité « je vous donne quelques hectares pour faire un établissement, et puis vous me permettez de lotir à un endroit où manifestement ça aura des impacts sur l'environnement. » Nous avons un exemple tout à fait récent à Shelcher, du côté de Théoville, où la Sopamar est montée au créneau pour faire arrêter un chantier sauvage. Donc tout cela a pour résultat que notre territoire, qui est un territoire fragile, l'essentiel des sols sont argileux. Nous sommes un territoire volcanique avec la configuration des mornes, qui permet les ruissellements, mais quand les versants sont déboisés, quand on y installe des villas, les eaux n'ont plus de moyens de s'écouler sans provoquer de tels dégâts. Donc on a cette conception du développement avec la complicité des pouvoirs politiques qui détruisent chez nous l'idée de ce que c'est qu'un développement endogène et respectueux de l'environnement. On a ces conséquences-là. Qu'est-ce qu'on nous dit? On va réparer la route? On va faire des études pour faire un tuyau surplombé telle partie? On va repousser le problème jusqu'à la nouvelle catastrophe. Donc c'est une question de fond qu'il nous faut poser aujourd'hui et dire, mais en fait, qu'est-ce qui fait que des gens qui sont au gouvernement acceptent de plonger le pays dans cette dynamique infernale, mortifère, qu'ils ont le soutien d'une certaine classe politique, et surtout que la population, en sa majorité, n'y voit pas d'inconvénient et elle peut être fière de l'illusion de développement. C'est là que nous insistons sur la question de l'aliénation. Nous avons coutume de dire que l'aliénation a une connotation péjorative, mais il ne nous faut pas voir ça, il nous faut voir ça du point de vue scientifique. L'aliénation, c'est le fait qu'on pense à partir d'idées extérieures qui ont été imposées dans le cerveau. Donc on ne pense pas avec ses propres bases de réflexion, ses propres intérêts, ses bases objectives. Donc c'est ça l'aliénation. Donc que personne ne soit insulté quand nous disons que nous sommes majoritairement victimes d'une aliénation. Nous avons eu l'occasion d'expliquer la plus grave dans notre peuple, celle que nous avons appelée le syndrome de Lynch, qui fait que nous nous autodénigrons, nous n'avons pas confiance en nous, nous croyons que c'est le maître extérieur
qui nous donne les bonnes solutions. S'il dit ça, c'est bien, il a raison, ça ne peut être que ça. Donc il y a cet autodénigrement qui fait que nous ne nous entendons pas, nous n'échangeons pas pour faire corps suffisamment, même si les choses évoluent positivement. Et puis, il y a l'aliénation qui est propre au système capitaliste dans tous les pays, qui développe une idéologie qui fait qu'on a l'impression de réussir quand on habite une belle maison, même si on est endetté. On a l'impression d'être quelqu'un si on a une grosse voiture luxueuse et qu'on regarde à côté les petites voitures de basse qualité, on pense avoir réussi dans la vie. Cette aliénation, c'est vraiment une forme de maladie qui touche tous les pays où le système capitaliste, le système productiviste domine. Il s'agit de comprendre qu'il ne faut pas culpabiliser les gens qui en sont victimes, puisqu'ils sont victimes d'un lavage de cerveau, d'un endoctrinement, d'un conditionnement. Et il nous faut réfléchir, mais comment lutter contre cette aliénation-là, puisque jamais nous ne pourrons combattre les fausses idées qui nous conduisent à l'abîme si les gens ne partent de leur propre intérieur compris ce qui est valable et ce qui n'est pas valable. Alors, cela commence à l'école. Tous les enseignants savent que quand ils font remplir des fiches aux élèves pour dire quel métier envisagez-vous, que ferez-vous quand vous serez grand, etc., que l'écrasante majorité des élèves répondent « Je veux être chanteur, je veux être footballeur professionnel, je veux être hôtesse de l'air ». Pourquoi le font-ils? Pourquoi c'est cette réaction qui est si majoritaire? Ce n'est pas par méchanceté, par ignorance ou par bêtise, c'est parce qu'ils sont éduqués. Ils sont préparés à cela par l'environnement global, ou bien il y a une autre réponse qui devient de plus en plus courante ces dernières années, je vais créer mon entreprise. Ça, on ne voyait pas cela jusque dans les années 85. Mais actuellement, la majeure partie, je veux créer mon entreprise. Qu'est-ce que ça signifie? Mon avenir, c'est créer une entreprise. C'est déconnecter avec mes centres d'intérêt, ce qui est bien pour mon peuple, mais c'est créer une entreprise. Sous-entendu, pour être dirigeant et pour gagner de l'argent. C'est une conséquence directe de l'endoctrinement. Être chanteuse, etc., c'est une conséquence directe de ce que servent les médias. Et souvent, ce qui prédomine, c'est le paraître. Donc, j'aurai une belle maison, j'aurai une grosse voiture, j'aurai des employés sous mes ordres, j'aurai beaucoup d'argent, je vais voyager, c'est-à-dire individuellement, j'aurai atteint mon objectif. Il est important de comprendre que cela, c'est les médias sous impulsion du gouvernement qui éduquent la majeure partie des enfants, des jeunes, et par biais la population, par conséquence la population, puisque ceux-là grandissent. Je vais m'arrêter sur un exemple. Hier soir, excusez-moi, je vais me donner les exemples personnels, je prends le programme hebdomadaire de télévision, qui est servi avec le France Antilles, et je dis, bon, mais qu'est-ce que je pourrais regarder? Alors, divertissement, et j'arrive sur France 3, film, 21h05, Meurtre à Cayenne. Je dis, bon, je rentre dans le temps. Et puis je baisse, mais après, qu'est-ce qu'il y a? Meurtre en Martinique. Je vous invite à faire ce petit exercice. Prenez un programme de n'importe quelle semaine. Et puis comptabilisez dans la semaine le nombre d'heures, le nombre d'émissions qui sont consacrées au thème on tue quelqu'un, un homme, une femme, etc. La police scientifique vient, enquête et arrête le criminel. Meurtre à Toulouse, meurtre à ceci, meurtre à Sully, meurtre à Martinique. Est-ce que le gouvernement, le ministre de la Culture, les gouvernements ne savent pas l'incidence que cela a sur
l'opinion, sur les idées, sur l'imaginaire collectif, le mot que je cherchais, sur l'imaginaire. Ils le savent. Pourquoi ne le font-ils pas? Ils vont vous dire que c'est la liberté des médias, etc. Rappelez-vous que dimanche dernier, non, il y a 15 jours, nous disions que le gouvernement français va changer, va limiter les marges de manœuvre dont disposait l'Académie, de façon à contrôler si ça respecte les valeurs de la République. Alors, pour ce qui concerne l'enseignement des populations, services publics, le gouvernement veut avoir le regard sur ce que les enseignants, les chercheurs vont dire. Et puis, il n'a pas, soi-disant pour l'intérêt général et la sécurité, mais il n'a pas autorité. Ah non, il faut laisser des chaînes télévisées développer ce caractère anxiogène lié à la peur d'être assassiné et puis la confiance dans la police qui va toujours arrêter les criminels. Vous savez bien que les chiffres, les statistiques montrent que ça va de mal en pis avec la dégradation de la société. Eh bien, là, voilà un bel exemple pour montrer que le gouvernement est directement responsable de l'imaginaire qui est développé et qu'il trouve le soutien de personnes aliénées, mais qui ajoutent à l'aliénation l'opportunisme politique et électoraliste pour entretenir ce conditionnement. J'ai parlé de la série Meurtre à Cayenne, Meurtre en Martinique. Eh bien, en Martinique, là, nous sommes dans un cancan extraordinaire entre des gens qui se battent sur l'opportunité de verser 225 000 euros pour régler la question de ces guides. Cela, c'est des voyous, cela, c'est des flatteurs béquets, cela, c'est cela. Donc, il y a un combat politicien, entre les gens, alors que pour le bien des Martiniquais, tous les responsables devraient s'asseoir pour dire, bon, j'entends votre argument, il ne faut pas laisser le propriétaire nous couillonner. J'entends aussi que vous voulez régler le problème rapidement. De l'autre côté, on peut dire, mais j'entends la question du gaspillage, mais qu'est-ce que nous pouvons faire si nous cherchons l'intérêt? Mais dans cette affaire-là, nous refusons de dire là, dans cette émission, que celui-là a tort ou raison. Ce que nous disons, c'est que les gens en Martinique se débattent, se combattent, s'insultent pour 225 000 euros, mais que la CTM a voté 600 000 euros, je dis bien 600 000 euros. 225 000 euros pour donner à boire, c'est du gaspillage. Mais la CTM a voté 600 000 euros pour permettre aux gens de l'autre bord de faire la série Tropique criminelle, qui donc meurtre à Cayenne, meurtre à Martinique, meurtre en Guadeloupe, meurtre sur Saint-Denis, meurtre, etc. Honnêtement, est-ce que ce n'est pas sur ça que nous devrions discuter politiquement? Est-ce que là, ce n'est pas un gaspillage? Non seulement gaspillage financier, mais une aide à la à la déstructuration mentale de la population. Il faut qu'on réponde, qu'on discute. Honnêtement, ce n'est pas parce que c'est pour Jacques ou pour Gauthier que je dois dire, bon, moi je ne dis rien, il fout bon. Et il faut rappeler que ce n'est pas moins de 997 000 euros que la CTM a investi dans un contrat avec l'État colonialiste français pour organiser la production cinématographique. D'ailleurs, à l'époque, des associations étaient montées au créneau, mais oui, mais nous ne sommes pas éligibles à cet accord-là, alors que des associations pourraient faire des films, des productions cinématographiques alternatives, et certainement moins dépendantes des visées de l'État français. Donc, ça pour dire que quand nos enfants voient les jeux, Star Academy, Voice, et puis qu'ils voient des gens sortis de rien par leur voix arriver aux honneurs et à l'argent, quand le petit footballeur voit qu'un tel touche 1 milliard, qu'il a pu faire ceci, qu'il a PSG, etc., comment
peut-on imaginer que ce jeune-là n'ait pas pour ambition de devenir un footballeur? Parce que très rares sont les émissions qui disent sur 1000, il y en a un qui arrive. Sur 1000 chanteurs qui arrivent, il y a tant qui prennent de la drogue et qui finissent mal, qui finissent suicidés ou pas, etc. Parce que ce monde-là, c'est un monde impitoyable et que quand vous arrivez, c'est pour un temps, à part quelques rares exceptions, le monde de la production a besoin de se renouveler. Bon, vous avez fait votre temps, vous ne faites pas autant de CD, on vous met sur le côté, on prend un autre. Donc ce n'est pas de leur responsabilité, c'est de notre responsabilité de travailler pour leur dire, mais est-ce que vous remarquez, vous devez le remarquer, auditeurs, auditrices et personnes qui suivent sur le Facebook, quand on fait des reportages, leur télé à eux, hein, quand ils font des reportages dans les pays pauvres, les enfants malheureux, etc., et puis on leur dit, qu'est-ce que tu feras, qu'est-ce que tu peux faire quand tu seras grand? Vous pouvez le vérifier après ou voir les séries. La plupart des enfants répondent, je veux être médecin, je veux être instituteur, parce que je veux aider ma communauté. Donc on voit que nous avons un travail, nous, à faire pour dire à notre jeunesse, maman, c'est pas au test de Léo, c'est pas chanter. Si vous chantez ou aimez ça, vous pouvez faire ça à sous-côté, si professionnellement bien encadré, privé, tant mieux. Mais notre jeunesse, mes chers étudiants, visez à être des architectes de haut niveau pour trouver des modes de construction en terrain fragile. Chers aménageurs du territoire, obtenez les meilleurs diplômes pour être capable de construire notre pays. Être capable de dire, monsieur qui venez, vous ne connaissez pas la nature de ce terrain, ce qui est souvent le cas. Il nous faut avoir d'autres grandes ambitions qui est servir mon pays, servir ma famille. Et nous en sommes capables puisque ces jeunes-là ont des capacités extraordinaires, des intelligences extraordinaires qui sont malheureusement dévoyées. Donc, là, les inondations que nous avons connues, qui reviendront de plus en plus furieuses, ne devrait-elle pas, en tant que responsable de famille élue et responsable d'organisation, d'entrepreneurs, etc., Martiniquaises, dire, maintenant, il nous faut changer de braquet. Il nous faut changer de perspective. Il nous faut absolument viser des formations. Par exemple, à Saint-Domingue, quand vous allez dans l'université de Saint-Domingue, il y a un immense pavillon dédié aux recherches en sismologie. Il faut que j'aille me former là, etc., etc. Donc, sur l'inondation, je veux terminer en disant un aspect sur lequel je veux attirer votre attention. On demande à l'État de déclarer l'état de catastrophe naturelle. On a besoin de conseil de ministre pour savoir si la route de Besaudin est coupée, que c'est une catastrophe naturelle. Alors, on demande de faire vite. Ce n'est pas toujours le cas. Des fois, ça prend du temps. Mais même quand on a reconnu l'état de catastrophe naturelle, ce sont les gens qui sont assurés qui se voient indemnisés. Quand l'État développe cette position-là, c'est pour aider les assurances, leur donner le temps de se refaire, de préparer, etc. On n'a pas besoin qu'un conseil des ministres dise qu'il y a catastrophe naturelle. L'Assemblée locale doit être capable de dire, le lendemain, réunion d'urgence, bon, nous mettons en œuvre le processus de catastrophe naturelle. Alors, les gens qui sont assurés, oui, allez voir votre assurance. Là, on est obligé de pousser l'assurance à réagir tout de suite. Mais, et puis, deuxièmement, ceux qui ne sont pas assurés, non pas parce qu'ils sont, comme j'ai entendu dire un journaliste, insouciants, peu sérieux, etc., parce qu'ils n'ont pas mis l'argent pour payer l'assurance Caillot. Ils n'ont pas même mis l'argent pour finir Caillot. Donc, c'est un crime. Vous entretenez la pauvreté, la précarité dans un peuple qui se construit des logements où ils peuvent, comme ils peuvent, de fortune, des fois sur des terrains non valables.
Parce qu'ils n'ont pas de titre de propriété. La caste, c'est approprié illégalement de la majeure partie des terres martiniquaises. Que l'État français s'est approprié illégalement des zones des 50 pas, des zones gérées par l'ONF, qui devraient être à la disposition du peuple martiniquais à travers ces collectivités pour faire des plans d'aménagement, de logement, etc., d'agriculture alternative et biologique. Non, il faut protéger l'assurance, il faut protéger le gouvernement français et puis et culpabiliser le peuple. Donner aux gens des salaires corrects, des emplois corrects, les titres de propriété auxquels ils ont droit. Donner la priorité à l'aménagement des zones rurales habitées où les gens sont en difficulté. Le problème des constructions folles va disparaître. Le problème des constructions sur des terres difficiles va également disparaître. Donc, il nous faut comprendre à travers, je ne serai pas plus long pour l'inondation, à travers ce problème-là, qu'il pose la question de l'aménagement du territoire et du pouvoir politique dont nous devons disposer dans notre pays. Un pouvoir politique qui choisisse clairement de tourner le dos au capitalisme productiviste, à la compétition, à l'individualisme prôné par ce dernier. Alors on en arrive à la pandémie, c'est un peu la même chose. J'ai déjà donné quelques explications sur la responsabilité criminelle de l'État, mais il faut que je revienne sur cette affaire parce que hier, nous avons assisté à un tir de barrage de tous les médias occidentaux principaux. Il y a un film documentaire qui s'appelle Hold Up, qui a été publié, qui a déjà été vu des millions de fois, qui remet en cause la gestion de la pandémie par les gouvernements, les avis des scientifiques, etc. Je n'ai pas encore eu l'opportunité de voir ce film Hold Up. Mais ce que je constate, c'est que on l'interdit sur YouTube, on l'interdit ailleurs, et que tous ces médias ont un langage commun. Il y a un film qui est sorti, ce n'est pas un documentaire, c'est des faux savants. Ils disent n'importe quoi, il y a des fake news. J'ai recensé 30 fake news, etc. Et puis on cite, sans citer, par exemple, ils disent que les experts ne sont pas fiables, etc. N'ayant pas vu le film, je ne vais pas la commenter. Mais ce que je dis, et que tout le monde peut vérifier, c'est que, côté expert, ceux sur qui les gouvernements s'appuient, le gouvernement français en particulier, le fameux conseil scientifique, parmi eux, il y a des gens qui ont des intérêts communs avec les laboratoires. Leur parole n'est pas forcément plus fiable que celle qui pourrait être dite dans ce film. Deuxièmement, on ne dit pas, ces journalistes-là ne disent pas quels sont ces faux experts. Ou sinon, on a choisi 2 ou 3, Raoul, etc., qu'on cible. Mais quand, dimanche dernier, je vous signalais qu'il y avait 400 experts qui sont dans les différents domaines de la santé, qui ont fait une lettre. Mais ces 400 experts-là, c'est des complotistes, des farceurs, des menteurs. Il ne faut pas tenir compte de ce qu'ils disent. Donc, cet argument-là ne tient pas. On censure et on ne dit pas exactement, on est dans le flou artistique. Bon, quand on parle, par exemple, alors je disais 400 experts de la santé, pas seulement, il y a des juristes, des éducateurs, des artistes, parmi les 400 signataires de ceux qui dénoncent la politique du gouvernement. Alors justement, un des points qui est le plus important à comprendre aujourd'hui, c'est la question du confinement. On essaie de culpabiliser, de diviser le peuple, de mettre des cancans, des combats entre eux, en disant ces gens-là sont irresponsables. Parce que le seul moyen d'arrêter la pandémie, c'est le confinement. Or, nous l'avons déjà dit. Les journalistes ne le rappellent pas. Il y a des savants, des psychiatres, des psychologues incontestables qui disent que le confinement
entraînera des ravages en matière de relations sociales, de développement des enfants. On a révélé que le confinement au Japon a entraîné une explosion des suicides, violences conjugales, etc. C'est aussi des chiffres qui sont en explosion. Donc, ce confinement-là, qui jette l'opprobre sur la population, comment le justifie-t-on? On nous dit que tant qu'il y aura surcharge des hôpitaux, pression sur les hôpitaux, le seul moyen d'y répondre, c'est le confinement. Mais attendez, qu'est-ce qui explique la surcharge des hôpitaux? C'est la fermeture des lits. C'est le blocage financier des apports de l'État pour faire des hôpitaux des usines en compétition. C'est ça qui... C'est les blocages qui sont faits en matière de formation de médecins, de chercheurs, avec des restrictions budgétaires. Ce qui explique que les hôpitaux sont surchauffés, c'est également le fait que le personnel de santé est surexploité, sous-payé, et qu'il envisage en masse de laisser. Et cela est valable pour les infirmiers libéraux, les infirmières libérales également. Si l'État avait une politique de respect des services publics, ben, pour préparer la crise, pour accueillir les gens qui font pression, ben, on aurait ouvert des hôpitaux de campagne. On sait le faire pour aller faire la guerre chez les autres. Mais où sont tous ces militaires planqués? Pourquoi ne mobilise-t-on pas les militaires pour aller faire du travail de formation? Non, ils sont là pour défendre le système, ils ne sont pas là pour défendre le peuple. Vous savez que dans certains cas, des véhicules passaient dans les places publiques pour épandre des produits tuant les virus, les bactéries. L'État français ne peut pas faire ça. Ils n'ont pas les moyens financiers et technologiques de le faire. Au lieu d'empêcher 6 personnes d'être sur une place publique, pourquoi ne pas envisager le passage régulier de ces véhicules pour lutter contre la propagation du virus? On parle souvent des États-Unis qui ont le record de morts. Les États-Unis, la première puissance du monde, première puissance technologique, financière du monde, qui fait la guerre de tous les pays de la planète. Ils n'ont pas les moyens technologiques d'ouvrir des hôpitaux, de gérer, d'aller dans les quartiers populaires, soigner. Non. Pourquoi il y a tant de morts? C'est que le système public est quasiment inexistant et que pour aller dans un hôpital, si on ne présente pas sa carte disant qu'on va payer, si on ne peut pas verser des avances, on n'est pas reçu. Vous avez connu cet exemple d'un très grand brûlé qui avait dû faire 5 hôpitaux, 5 cliniques avant d'être accepté pour être soigné, parce qu'il n'avait pas d'assurance. Donc les États-Unis, s'il y a autant de morts, ce n'est pas parce qu'il y a irresponsabilité de la population, c'est parce qu'il y a criminalité de la direction des États-Unis. Et pour revenir en France, nous sommes dans le même cas de figure. Alors, on prépare quoi? En culpabilisant la population, en empêchant de trouver des solutions alternatives gérées par le peuple de façon consciente. On prépare quoi? Des entrées financières faramineuses pour les laboratoires qui prétendent avoir trouvé un vaccin. Et puis on voudra rendre, d'ailleurs c'est Jadot, je crois que c'est un écologiste, un socialiste. Un écologiste qui demande qu'il faut que ce soit obligatoire, parce qu'ils savent la réticence des populations. Qui c'est qui a dit qu'il a trouvé un vaccin valable à 90%? Pfizer, laboratoire américain Pfizer. Est-ce que ça n'aurait pas été honnête qu'au moins un journaliste dise oui, il a dit ça, mais il faut être prudent parce que Pfizer, ce n'est pas une société, un laboratoire fiable. Savez-vous qu'il y a un procès en cours là qui dure depuis les années 2000? Pourquoi? Parce que ces messieurs, il y avait une épidémie
Bénédicte en mars 96 au Nigeria, ils sont venus tout de suite. Ah, on va vous aider, on va donner des vaccins. Alors, et le vaccin, il est fiable parce qu'il est dans sa dernière phase de développement clinique. Résultat, des enfants sont morts. Ils ont délivré sur 200 enfants, soi-disant pour les aider. Il y a eu des aveugles, etc. Pfizer. Il n'y a pas un journaliste qui peut dire oui, mais il faut être prudent parce que Pfizer avait fait ceci. Il n'y a pas un journaliste qui dit bon, d'accord, les gens ont raison d'être méfiants parce que le médiateur a tué des gens, parce que ceci et cela. Le monde capitaliste de la santé en Occident, c'est un monde criminel qui essayait tous ces remèdes pendant 2 ans en Afrique avant de les mettre sur le marché occidental des Européens. Ça a été dénoncé dans les années 80. Donc, on a raison d'être méfiant. On a raison de dire que les laboratoires pharmaceutiques peuvent faire de la propagande pour faire des profits, mais il faut trouver des solutions alternatives de prévention, de renforcement des immunités par des moyens que beaucoup de gens ont déjà développés. Donc, il faut reconnaître le droit aux populations de réfléchir sur les moyens de surmonter la crise dans un cadre de liberté, dans un cadre de responsabilité. Alors, on nous bassine avec une fête illégale de 300 personnes, et puis il y avait un Covid dedans. Oui, d'accord, c'est illégal, c'est irresponsable de faire une fête de 300 personnes dans le cadre de cette pandémie. Mais pourquoi ces 300 personnes-là l'ont fait? Parce que les gens n'ont pas confiance en le gouvernement. Parce que les gens veulent vivre. Et que quand on les met en prison sans leur consentement, sans vraiment qu'ils puissent croire que ça va régler le problème, ben, il y aura des débordements. On prend ça comme prétexte pour culpabiliser. Nous avons le droit de dire notre point de vue, d'être consultés. Donc, ça c'est concernant la question de la pandémie. Et j'en arrive au 3e point, parce que ces choses-là sont inéluctables. Inéluctables. Nous allons vers une destruction de notre espèce, de l'économie. Je fais une parenthèse. Il y a un grand danger là. Avec les errements, les mensonges, les manipulations du gouvernement français, qu'est-ce qui risque de se passer? C'est que l'extrême droite officielle, parce qu'eux, ils sont d'extrême droite aussi, mais l'extrême droite officielle, le Rassemblement national, risque de rafler les prochaines élections. Parce que l'extrême droite dit, on brime nos libertés. C'est vrai, mais c'est eux qui le disent. Parce que l'extrême droite s'appuie sur son électorat qui est les petits commerçants, les chrétiens les plus intégristes, les plus radicaux, c'est cette base-là. Jusqu'à présent, cette base-là était divisée entre droite dite traditionnelle, républicaine, et Rassemblement national. Mais là, avec ce qui se passe, le résultat sera qu'il y aura un basculement vers l'extrême droite, parce que les gens n'ont pas d'explication, parce que les gens ne sont pas organisés, parce que les gens vont courir derrière des illusions. Donc, il est important que nous comprenions cet enjeu de la survie de l'espèce, du développement de l'économie et des dangers politiques liés à cette crise pour dire comment régler le problème. Premièrement, nous devons être réalistes, lucides. C'est le système capitaliste et impérialiste qui est en cause. Il est lui responsable directement. On l'a vu avec les explications qu'on a données sur l'enseignement, l'éducation, la télé, etc. Si on ne change pas ce système pour construire un système alternatif, on ira de mal en pis. On ira de plus en plus vers des désillusions. Il ne sera pas possible de réparer les routes indéfiniment sans aboutir à un désastre écologique et économique en Martinique.
si on ne sort pas de l'orientation productiviste et collectiviste. C'est le service public qui doit être reconstruit, non pas pour empêcher l'initiative privée, les cliniques privées. Il faut leur permettre de se développer. Ça fait en quelque part une émulation et puis c'est leur choix. Mais pour ceux qui n'ont pas les capitaux et qui n'ont pas les moyens de payer des soins chers, il faut que l'État, ça ne peut pas être l'État capitaliste, mette en place des services publics les plus solides possibles, les plus efficaces possibles, en matière d'éducation sanitaire, de prévention. Il faut que ces services publics ne soient pas fondés sur des grands hôpitaux uniquement comme c'est le cas, mais sur le développement de dispensaires permettant la prévention, la gestion des afflux, des flux dans les quartiers. Il nous faut absolument sortir du gros moussage poulette. L'économie va se relever parce que l'État dit je vote 100 milliards pour le redressement économique. Vous avez vu qu'hier, une centaine de maires ont signé un appel pour dire donner 1% de cette somme-là, de ces 100 milliards-là, pour la gestion des communes dans les quartiers difficiles, les questions de pauvreté, puisque la pauvreté explose. Vous voulez relancer l'économie, je vais mettre 100 milliards, mais 1% dedans, pour que l'argent est là affecté au quartier en difficulté. Mais imaginons que l'État accepte 1 milliard sur 100 milliards, on a donné 999 millions aux grandes entreprises qui vont restructurer, licencier, comme Bridgestone, qui vont faire ce qu'ils veulent, précariser le travail, et puis on va recommencer vers un nouveau cycle, vers l'abîme. La question du numérique qui nous est présentée, c'est de l'eau moussage poulette. Il nous faut comprendre que la solution pour les commerçants, ce n'est pas de vendre en ligne. Ça les met dans un système de dépendance technologique et financière. Ça met leur travail sous le contrôle des grandes multinationales qui dirigent les nouvelles technologies, qui peuvent orienter les goûts, détourner la clientèle, etc., dans un pays où les gens ne sont pas maîtres de la circulation de l'information informatique, c'est-à-dire Orange peut faire fermer l'INO parce qu'il m'a dit en somme indue, Digicel peut faire des menaces par huissier interposé parce que vous refusez de payer une facture que vous estimez indue, etc., etc. Nous sommes dépendants. Et puis, nous avons déjà dit par ailleurs, je ne vais pas reprendre toute l'explication, que le technologique, c'est une fausse avancée, puisqu'on va chercher des métaux rares, on produit des déchets dangereux, parce qu'on a des problèmes d'action sur le cerveau, le développement, etc. Tiens, on parlait du mal de dos des gens en télétravail, etc. Donc, c'est comme toute technologie, une chose importante qui ne pourra être utile à la population que si elle est utilisée dans le cadre d'une politique globale menée par un État au service de sa population. Mais dans l'état actuel des choses, ce n'est pas la vente en ligne, c'est repenser la façon de construire des circuits courts, de travailler sur des produits locaux, de mettre des passerelles producteurs-consommateurs, etc. Et donc de réorienter dans une phase tout à fait différente nos moyens de vivre, de nous nourrir, de nous loger. Tout à l'heure, je parlais des étudiants qui devraient apprendre les techniques qui existent déjà de construction qui puissent résister au sismique, au cyclonique, au glissement de terrain, repenser tout l'aménagement du territoire. C'est ça maintenant qu'il nous faut faire. Et ça amène à deux choses. D'abord, que nous nous remettions
individuellement en question. Il faut que nous nous débarrassions des réflexes d'aliénation. Il faut que nous disions, jusqu'à présent, nous avons toujours pensé que ça venait du haut, mais c'est du bas seulement que ça peut venir. Et chacune individuellement a une importance dans la construction de la réponse et des réseaux. C'est là que la réponse. Et pour cela, nous remettre en cause, nous former, nous organiser, mais surtout, il faut comprendre que nous devons construire des espaces alternatifs où on puisse échanger, discuter, décider et mettre en œuvre. Nous l'avons déjà expliqué dans la famille, dans le quartier, dans la commune, au niveau du pays. C'est la question de la construction de la démocratie directe qui nous permettra de nous préparer à changer le système et à renverser les dictats que nous préparent les lois liberticides prises par Macron. Donc, il faut comprendre que c'est ça qu'on appelle la révolution. Il y a des gens qui croient que la révolution, c'est descendre dans la rue, péter bombe. C'est pas ça, les émeutes, les révoltes. Les aspects violents peuvent être nécessaires quand on est occupé par une puissance militaire, quand sa vie est menacée. L'ennemi ne va pas faire harakiri. Ils vont tout faire pour empêcher le changement. Donc il ne faut pas être rêveur, idéaliste. Il faut qu'on soit capable de se protéger, de protéger sa famille. Mais cela ne peut pas se faire si on n'a pas fait l'étape préalable de nous mettre d'accord, de nous unir, de décider de nos choix en matière de développement, et donc de nous organiser contre les agressions possibles contre l'ennemi. La révolution, c'est ça. Que vous réunissiez votre famille pour dire, maman, il arrête, nous pète caille, nous, messieurs, gars, l'argent, nous fait, et puis nous pète ville à nous. La sopa m'a te dit ça, nous te ka dit c'est des bandits, ils les nous empêcher moun ni emploi, ils les empêcher nous vivre, etc. Nous te ka courir d'ailleurs, et puis nous, tout ça la vie à nous faire, nous ka pète ça, et puis nous ne pouvons pas aller pièce côté. Nous ne pouvons pas faire un commerce, nous faire un garage, et puis l'État qui a assassiné nous, qui a empêché nous vendre, pendant qu'il a empêché supermarché. Donc si nous ne sommes pas capables de réunir notre famille, de faire une réunion d'association de quartier pour dire, bon, que faisons-nous? On aura encore des catastrophes comme ça, que sanitaires, écologiques, etc. Les Martiniquais, les Martiniquaises sont capables. Ils ont montré dans leur histoire que malgré la mise en esclavage, les jambes coupées, les pendaisons, ils sont arrivés à renverser le système esclavagiste. Ils ont montré que sous la férule de l'amiral Robert, ils ont pu survivre dans des conditions absolument faramineuses. Ils ont pu survivre. Le génie de notre peuple s'est déjà montré dans sa façon d'organiser son habitat en coup de main alors qu'ils étaient dominés. D'ailleurs, il y a beaucoup de Français qui nous avouent être jaloux ou aigris de voir combien d'ouvriers maçons, combien de malheureux ont de belles maisons en ciment. C'est inenvisageable pour eux en France. Mais c'est pourquoi? C'est parce que le ressort de solidarité, de vie collective a permis que les gens se mettent d'accord pour construire un coup de main. Il nous faut retourner à cette affaire-là. Nous avons les moyens. Ce qui nous empêche de le faire, c'est que nous sommes victimes du syndrome de Lynch qui nous autodénigre, victimes des divisions entretenues par des gens à la recherche de postes politiques, alors que notre intérêt, c'est l'union, c'est la réflexion et c'est l'organisation. Je vous remercie de votre attention. On va arrêter là pour aujourd'hui. Tout à l'heure, Thierry va nous parler du pays. Jingle. Oui, on va écouter le joli jingle. Alors, je rappelle que ce morceau-là s'appelle Camarade. C'est un morceau qui a été créé par le groupe Artistes Indépendants en Haïti depuis dans les années 70 et qui a été repris par Rose Zaïri. On est prêt. Waouh! Bon, il y a un petit problème de technique. Voilà.